Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode du Jardin des Sources. Aujourd'hui nous avons un invité, un auditeur de longue date. J'ai nommé Steven. Steven, comment vas-tu ? Très bien, heureux d'être là. Super, heureux de t'accueillir. Et Pierre, toi ça va ? Ça va. Ça allait avant que Steven soit là. Ça m'étonne pas. Comme d'habitude. Il est la cause De ton chagrin. De mon chagrin. Il est la cause de mon chagrin. Il est d'ailleurs la cause de tout. Ah oui. Voilà. Heureusement On va en parler peut-être. On va en discuter longuement. Oui. Voilà. Pour la petite anecdote, c'est donc sa femme participe à tous les épisodes depuis le premier sans qu'on l'ait jamais noté, et on la salue au passage puisque c'est la voix off qui signe les introductions et les sorties d'épisodes. Elle s'était prêtée au jeu et on lui fait la bise. Voilà. Oui, on lui fait la bise. Bisous. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, on n'a pas particulièrement réfléchi à une thématique spécifique. On en avait discuté la veille avec Pierre. On ne s'est pas vu la semaine d'avant, j'étais malade. Et puis bon, on fait des épisodes au gré de nos désirs aussi. Oui. Et hier, on était tous ensemble réunis, premièrement pour faire de la musique et ensuite pour un événement sportif qui n'a pas véritablement eu lieu. Et à cette occasion, on a discuté et Steven a dit vouloir potentiellement se prêter au jeu et aussitôt annoncé, aussitôt fait. Donc le voici avec nous aujourd'hui. Alors, pas de thématique particulière, une discussion ouverte. Donc comment ça va toi Steven en ce moment ? Ça va bien. Qu'est-ce que je peux dire ? Comment pourrais-tu te présenter à nos auditeurs pour qu'on voit un petit peu un profil qui se distingue derrière cette voix ? Steven, 30 ans par exemple. Steven, 30 ans, un jeune papa qui apprend à élever sans trop de barrières et qui s'intéresse à ce podcast justement parce que ça parle de ça, de la nature de l'être. Et voilà, je ne saurais pas trop quoi dire. C'est déjà un bon début, hein. Qu'est-ce que tu en penses toi Pierre ? J'aurais aimé avoir ce début-là, à cet âge-là. Moi, il m'a fallu 70 ans de flagellation pour que je comprenne. Il y avait des podcasts à ton époque déjà ? Non. Ils sont pas méchants. Et c'est vrai, et c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait des émissions qui traitaient justement de la fonction parentale Il y en avait beaucoup, mais toujours dans un projet d'éducation. Et est-ce qu'il n'existait pas une émission avec Dolto, une émission radiophonique où elle... Pas tellement. Je crois que tu m'en avais parlé. Oui, il y en avait, mais pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Elle ne devait pas aimer trop ça. Mais je veux dire, c'était un commencement, dans le fond, l'intérêt de cette génération-là pour la psychanalyse, qui, ça datait évidemment de plus longtemps, mais l'intérêt, c'est venu avec le développement des médias, mais ça s'est fait doucement, parce que les gens, simplement, c'est pas des notions forcément qu'ils ont envie d'étudier ou d'approfondir. Donc voilà, mais Dolto, ça a été, avec l'influence de Lacan aussi, qui reste toujours un personnage, ça a été des gens qui ont révolutionné un peu l'approche de la maternité et de la relation de la mère à l'enfant. C'était des choses magnifiques. Ta curiosité pour la réflexion autour de la parentalité, c'était venu à quelle période ? C'était très tard, parce que j'ai été, dans le fond, père, assez tard. Et ça a été toujours un questionnement. Il y avait peu de réponses, dans le fond, chez moi, je veux dire. C'est toujours fondé, mais j'ai eu personne pour me le dire, sur les incertitudes
comme élément créateur de la relation. Pour moi, il fallait absolument que je sois quelqu'un d'autre que moi, c'est-à-dire que je sois certain de beaucoup de choses. Et on mesure quoi? Son ignorance, hein, parce qu'on peut mettre 70 et quelques années à se croire un peu. Mais quand on a accepté que ce que l'on est une richesse et non pas un handicap possible pour son enfant, on essaye d'arrêter de convaincre l'enfant et soi en même temps qu'on va être quelqu'un d'important et de réussi et d'accompli en étant quelqu'un d'autre. Est-ce que tu avais des certitudes avant d'être père sur la façon de... Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. Ça t'est tombé dessus finalement? Oui. Ah oui, ça a été l'aventure la plus extraordinaire qui soit. Et toi, Steven, la parentalité, ça a été réfléchi, un choix, une volonté personnelle finalement d'où ça t'est venu? Parce que, bon, t'as 30 ans, t'as beaucoup d'amis, ou t'as des amis qui ont des enfants, mais c'est plus aussi commun d'être parent à cet âge-là aujourd'hui. Oui, alors moi cette idée-là, je l'ai développée la première fois que ma première copine est tombée enceinte. Elle a avorté, mais je me suis retrouvé face à l'idée d'être papa et de qu'est-ce que je pouvais transmettre et de qui j'étais à ce moment-là. Tu avais quel âge? 22 ans. Et j'ai commencé à me dire que j'étais pas heureux en fait, et que je pouvais pas avoir un enfant si j'étais pas heureux, parce que j'aurais pas de réponse à lui apporter. Et donc j'ai commencé à lire et à chercher à ce moment-là. À trouver la clé de ton propre bonheur. C'est ça. Et avec Lucie, donc j'ai trouvé l'amour sans le chercher, et j'étais heureux. J'étais heureux quoi. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, encore aujourd'hui. Et quand elle est tombée enceinte, c'était pas prévu, mais je me sentais prêt à lui transmettre ce bonheur que je vivais au quotidien. Le fait que j'avais compris finalement que je savais pas grand-chose et que les réponses, elles se trouvent en soi-même, quoi. Et tout ça, ça n'avait finalement rien de cérébral. C'est la vie qui t'a amené sur ce chemin, pas toi qui as décidé grand-chose. Non, finalement non. Je n'ai plus qu'accepter le moment et me rendre compte que j'étais prêt, quoi. Et est-ce que avant de devenir père, t'avais quand même des certitudes ou t'avais une vision finalement de la parentalité sous la forme de l'éducation ou des valeurs comme ça? Au début, on s'imagine que c'est tout un... Quand on n'a pas d'enfant, on se dit ça doit être dur, ça doit être difficile. Puis en fait, quand un enfant est là, c'est comme s'il a toujours été là. Il fait partie de la famille, il fait partie de notre quotidien. Et bien sûr qu'on a des certitudes en se disant, moi je vais faire ça, je vais être comme ça va être strict. Et en fait, on se rend compte que il faut vivre le moment présent avec l'enfant. Et que c'est nous qui apprenons à devenir patient. Par exemple, moi, j'ai dû travailler vraiment mon impulsivité, ma patience, pour que, je sais pas comment dire, pour pas lui transmettre de mauvaises choses, quoi. Profiter vraiment de son émerveillement pour m'émerveiller aussi à travers elle. Elle m'amène elle-même dans le jeu et je me laisse prendre facilement avec elle, quoi. C'est comme une sorte de retour vers l'innocence que tu cultives avec elle? J'essaye. Mais bon, après, avec le quotidien, les problèmes, c'est compliqué. Elle se met en danger, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et c'est compliqué de pas lui imposer des règles. Oui. Il faut qu'elle découvre, mais il ne faut pas qu'elle se mette en danger. C'est compliqué. Oui, cet équilibre à trouver. Oui, c'est ça. À la fois, lui éviter la violence du réel et en même temps ne pas lui imposer un cadre en quelque sorte. Et en même temps, de faire face à sa propre impulsivité, de faire face à sa propre colère. Des choses qui nous agacent, qui sont peut-être nées de notre propre éducation. Si je puis me mettre autant en colère contre qui? On va dire que c'est une situation qui va me mettre en colère. Mais je pense que ça vient de moi. Mais comment s'appelle la situation? La désobéissance, par exemple. À qui? À moi. Là, si tu te demandes... T'es tout seul avec ta colère. Attends, j'ai pas compris. Tu es en colère contre qui en particulier? Parce qu'il y a une source de la colère, non? Alors moi, je te parle de la colère qui se déclenche. Donc là, c'est une situation qui va déclencher. En fait, c'est la frustration de devoir répéter, donc c'est une colère contre moi-même, parce que j'arrive pas à... Mais pourquoi tu serais en colère contre toi?
Je sais pas, parce que j'arrive pas à me faire, entre guillemets, obéir, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est le bon truc. Mais est-ce que tu as obéi toi-même? Enfant, tu parles ou maintenant? Oui. Enfant? Bah, comme tout enfant, j'ai obéi et désobéi. Ah, c'est pas bien. C'est ce qu'on m'a dit. Par contre, c'est pas bien. Mais c'est très important, parce que tout passe par le regard qu'on a en soi. Et en fait, la colère est transférée sur sa relation aux autres. Et c'est le centre, c'est juste la question que je voulais te poser. Dans le fond, est-ce que tu aimerais que ta fille soit comme toi? Bah non. Je voudrais qu'elle soit comme elle a envie d'être. Si elle est comme moi, alors elle sera... C'est pas la question. Ah, pardon, vas-y. Ah non, tu as raison de le dire, mais je veux dire, pourquoi ce serait pas bien pour elle qu'elle soit comme toi? Je sais pas. Pourquoi ça serait pas bien pour elle? Parce que je pense qu'on doit tous être qui on est. Enfin, Ah, t'as bien raison. on doit être tous Alors, qui on est. es-tu? Bah, c'est la bonne question. Elle sera comme moi parce que je pense qu'elle Elle sera... est bonne parce qu'on la comprend pas. Eh oui. Est-ce que tu, à tes propres yeux, tu as réussi? Non. Non. Et pourquoi as-tu voulu rater? Pourquoi ai-je voulu Je rater? suis un spécialiste. Ah, ben, Je sens penser Hugo de loin. Et notre spectateur qui vient d'arriver, il y a Melvin qui est venu nous faire un petit coucou. Justement, Et bonjour à tous. tu fais bien d'arriver. C'était quoi la question déjà? La question, pourquoi ce serait pas merveilleux de te ressembler, disons? Je pense que ça serait merveilleux de me ressembler. Et je pense que ça serait merveilleux qu'elle se ressemble à... Enfin, Remarque que tu as dit le contraire il y a... Oui, je sais bien, mais... J'espère qu'elle trouvera qui elle est, j'espère ne pas lui mettre trop de barrières. Après, Mais pourquoi tu mettrais des barrières? ben, pour qu'elle apprenne, pour que, je sais pas, pour qu'elle... Mais Steven, quand même, si tu vas lui mettre des barrières alors que tu t'en es mis à toi-même et que ça n'a pas bien fonctionné puisque tu as mis du temps, si je comprends bien, à te trouver toi-même, si c'est fait. Je ne sais pas si tu as réalisé. Mais enfin, tu vois très bien que la question qui se pose, c'est pourquoi n'est pas libérée en toi une admiration de toi-même qui serait que justice, parce que il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'admirer dans l'être, justement. Y a-t-il une raison? Sauf s'il y a une volonté profitable pour soi de ne pas s'admirer au hasard. Par exemple, pour certains, la contestation de la loi du père et le retour à la fusion maternelle, qui est une construction de sa propre mort et de l'avortement de soi, c'est une manière qui rend un impératif de ne pas s'admirer, puisque s'admirer, c'est se séparer. Donc, on va faire attention de violemment construire la relation qui vous aliène, puisqu'elle est la condition de la relation, je dirais, de fusion à la mère dont on peut se séparer que par l'obéissance à une loi du père. Mais le père, il est exclu complètement dans beaucoup de cas. Il peut y avoir une fusion avec le père, fusionner avec la loi du père dans ce qu'il y a eu de tyrannique. Voilà. Alors l'autre versant qui fait que le père existe par le deuil de la mère, il va évidemment faire en sorte que cette mère qui disparaît pas mal soit assez peu présente dans la difficulté qu'il y a à vivre avec le père et sa tyrannie dont tu parles, Hugo. Donc ça peut exister par rapport à la loi du père, mais c'est les deux acteurs qui créent la conscience, dont Lacan dit la conscience est organisée comme un langage. Donc rien ne vient sans qu'on l'ait voulu. Parce qu'il y a un intérêt, ça soulage de construire sa mort et l'avortement de soi plutôt que de vivre. Mais il y a une petite personne là qui te donne envie peut-être plus de vivre. Et la grande question, c'est peut-être de retrouver les pulsions de vie en soi,
qui fait qu'on va quitter cette aliénation de déterminisme oedipien pour se réaliser par rapport à soi-même. Et le symptôme, puisque la séparation, l'aliénation crée des symptômes, c'est essentiellement le peu d'admiration qu'on a pour soi. Et justement, et la recherche sera peut-être, ça revient à la musique. La musique, c'est un chant intérieur. Mais tu remarqueras, Steven, que dans la musique, on chante, on joue, toutes ces questions disparaissent. T'es pas là avec l'absolue nécessité de trouver des réponses. Tu t'en fous des réponses. La vie est un chant et devient un chant intérieur. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à poser des questions dont jamais tu n'auras de réponse? Et c'est parce qu'il n'y a pas de réponse que ça t'intéresse. Ça te met dans un rapport à toi-même déprécié qui fait que tu rejustifies le lien oedipien par l'avortement de toi dans l'être. Parce que ça soulage de ne pas être et de mourir. Être mort, on souffre moins que quand on est vivant. C'est pour ça que j'aime autant ce chant intérieur, et vous aussi, qu'est la musique. Parce qu'il n'y a plus de questions. On est vivant. Alors, un jour, tu te diras, je vais arrêter d'éduquer ma fille, mais je vais arriver à profiter des bons moments. Tu vas peut-être pas être toujours sûr de toi, mais moi, je pense que j'ai vécu des choses positives pour mes enfants, même si jamais ça réussit à 100%, en jouant au football avec mes fils, qu'en essayant de les éduquer. Je veux dire, éduquer, c'est toujours demander à l'autre d'être quelqu'un d'autre que lui. Si tu fais ce que je te dis, si tu penses ce que je te dis, si tu crois en ce que je te dis, tu vas être quelqu'un de bien. Mais on le dit, on croit faire une bonne œuvre, puisque c'est comme ça qu'on se parle à soi-même. Mais comment on fait pour se prémunir de ce que la société impose? Parce qu'elle finit bien par imposer à l'être de se soumettre à la norme. Oui. Et s'il n'y a pas, initialement, je ne sais pas, c'est une question, oui. un conditionnement parental dans cette voie, à quoi va se confronter l'enfant face au réel, ce réel-là, pour moi, qui n'est pas réel, mais qui est la contrainte de la vie en communauté. Bien sûr. Comment fait-on alors? On ne décide pas à l'avance qu'il est perdant dans cette confrontation. Si tu avais été bien armé, la société ne t'aurait pas corrompu ou abaissé. Il faut donc que tu sois éduqué pour être bien armé et arriver à te protéger de la société. C'est l'extérieur de soi où on n'est pas, normalement. Le problème, c'est pas la société. Pour une raison simple, la société, c'est nous. C'est nous qui rentrons dans la société avec violence. C'est pas moi qui regarderai des combats de MMA. Regardez la vidéo sur YouTube de Maurice qui parle de la société. Vous tapez Maurice, Skyrock, la société, c'est une vidéo qui dure 20 minutes, c'est très intéressant. Ah oui, d'accord. Il reçoit un coup de fil, c'est une radio libre à l'époque, Skyrock. Oui. Il y a quelqu'un qui l'appelle pour lui dire qu'en gros, les jeunes en cité, ils foutent le bordel parce que c'est la faute à la société. Oui. Il le dit comme ça. Oui. C'est très intéressant. Et il dit, la société, c'est toi, c'est moi, c'est les gens qui vivent autour. Oui. Donc si les banlieues sont détruites, c'est par les gens qui y habitent. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est aussi le moyen de transférer sa responsabilité individuelle au collectif. C'est ça. Que ce soit dans son propre échec ou sa propre réalisation. L'ailleurs de soi, tu as raison, je pense que c'est le centre de tout. Mais la vraie raison, c'est le mépris de soi. Et le mépris de soi, il est et cette violence intérieure et cette colère d'être soi-même vient de ce qu'on a déplu dans l'être qu'on était. Il y a quelqu'un qui vous a dit « t'es nul ». Alors pas souvent aussi directement, mais c'est ce que ça voulait dire. Et on peut avoir le plaisir à être nul, puisque c'est ce qui maintient la relation. On s'identifie à travers ce qu'on nous dit, en fait. C'est la condition de la relation, c'est-à-dire l'être qui est vécu, surtout dans la relation fusionnelle à la mère, je ne donnerai pas de nom. Eh bien, c'est celui d'être un perdant, puisque tant que tu es perdant, tu valorises la mère et elle existe. Et toi aussi. Et tu as très bien compris ça. Il y aura dans l'idée de te construire toi-même dans la grandeur et dans le merveilleux que tu es, l'idée que la corrélation, c'est la rupture avec la fusion maternelle et intra-utérine.
Et ça ne va pas être accepté. L'éveil, il est là. C'est qu'on ne le veut pas. Et on a le droit, hein. Mais le désir blessé, refoulé, produit des symptômes. Et ils sont parfaitement identifiables. La colère. La colère en est un. La peur. La violence en est un. C'était ce matin, je discutais avec Fred, il parlait d'un truc que j'ai pas vu, c'est dommage, où on parlait de Guy Georges. Je ne sais pas ce qu'il vous appelle Guy Georges, il a tué énormément de gens il y a une 40aine d'années, à peu près. Et c'était un grand criminel. Hein. Et elle me disait, il y avait une interview de ses parents, c'était des vieux documents sûrement, et on le voyait enfant. Et ses parents disaient, mais c'est un enfant adorable, qui n'a posé aucun problème. Et par contre, c'était des parents adoptifs, il avait été abandonné par sa mère, etc. Et le gars est devenu un monstre parce qu'il a rejoint l'idée qu'il avait de lui-même, qu'il était un monstre, et que c'était la cause du fait que sa mère l'a renié. S'il avait été bien, elle ne serait pas partie, ou elle n'aurait pas... Et c'est ça, exactement, c'est plus facile de se dire « Ah, tiens, c'est un monstre, il a fait ça, 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 ça ». Donc ça veut dire que... Il a entretenu le lien avec sa mère. Oui, exactement, exactement. Et la problématique, c'est celle-là, c'est la complicité. Pourquoi pas? Et cette complicité, c'est toujours des questions que l'on pose où on n'a jamais de réponse. Mais si on était quelqu'un d'intelligent, on aurait des réponses. Il faut se cultiver rapidement, n'est-ce pas? C'est un vrai con. Oui, ça c'est sûr, voilà. j'en ai jamais douté. Hein? Mais heureusement qu'il y a la musique. Parce que tu danses, tu chantes, tu fais chanter les autres, tu fais danser. Tout ce que tu donnes, Tu t'exprimes. c'est le plus important. Que de te lire des bouquins qui sont illisibles le plus souvent. Qu'est-ce que tu vas en apprendre? Ah, des gens qui savent. C'est pas ça l'accompagnement de sa fille. Je te le dis maintenant, mais c'est un peu tard. Si je l'avais su à 30 ans, j'aurais peut-être été différent avec ma conjointe. Que cette espèce d'individu, d'ailleurs on le voit sur la photo, là, fermé, mais comme c'était pas permis. Je veux dire, donc j'étais un errant qui se cherchait partout dans une espèce de désordre absolu. Donc je connais bien ce que c'est ne pas aimer être soi. Parce que tu n'es pas dans le... Moi, c'était le désir de ma mère qui a un peu mis mon père, qui était quand même... Il avait sa personnalité, mais un peu sur les teignoirs. Jamais on a eu une conversation, lui et moi. Tu vois. Et là, l'omniprésence de cette mère fait qu'en tant que mère, je le comprends aujourd'hui, on l'a volé, surtout à cette époque et ces générations-là, de la possibilité d'être une femme. C'était le deuil de la femme qui faisait naître la mère. Donc les enfants n'étaient pas bienvenus. Socialement, dans l'apparence, oui. Les enfants, elle était mère, elle faisait ce qu'il fallait, la bonne mère, etc., etc. Mais l'enfant, comment il le vit, il ne se sent pas aimé. Elle n'est pas là. On est là. Et je veux dire, je te jure qu'il y avait des choses, je me souviens de petites choses qui ont l'air de rien. Ma mère me passait la gomina à l'époque, ça se faisait, tu sais, une pommade, tu as vu mes cheveux, qui tenait les cheveux raides. C'était la mode. Mais elle y mettait une violence, dans le fond. C'était des petits détails, tu vois. Et je lui disais, je m'en souviens très bien, maman, j'ai mal, ça me fait mal. Elle a continué. Elle avait cette violence de refuser la maternité dans sa réalité comme étant le deuil avéré de la femme. Dans le rôle maternel, social, ce que tu disais, etc. Donc elle aurait dû peut-être se traiter pour qu'elle puisse accueillir l'enfant comme un événement merveilleux qu'elle avait, qui était dans son désir de maternité et que ça pouvait être compatible avec son désir de femme. C'était aussi une époque, mais c'est toujours vrai. Qu'est-ce que tu te demandes à toi-même? C'est ça. Est-ce que ça te convient? Non, mais de ne pas me convenir, de ne pas convenir, c'est la condition de la relation à la mère ou à la loi du père quand elle est un peu despotique.
Un peu Mais d'équité. c'est l'idée de Brentano, de la philosophie de la fin du 19e, qui était le prof de philosophie de Freud, c'est dans le fond l'intentionnalité de ce vieux Thomas d'Aquin, l'intentionnalité, mais il l'a repris comme quelque chose qui était la cause et le centre du développement de la personne dans son trajet existentiel. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Personne ne te demande de donner quelque chose à ta fille. Elle va te demander tout le temps de partager avec toi des choses, parce que ce sera une joie pour elle de faire ceci, de faire cela, de faire de la musique, peut-être elle chantera. De jouer à cache-cache. Oui, aussi, de jouer. Tu vois déjà, pourquoi tu penses que t'es con? C'est ça, pourquoi? Je suis con de me dire que je suis con, en fait. C'est un peu vrai, remarque. Tu vois T'es con de te dire que t'es con. Et ça me rappelle toujours mon vieil ami, c'est un vieil ami que j'aime et que j'ai un peu fréquenté, Socrate, qui a bouleversé le monde de la pensée, parce que c'est le seul à avoir dit ça. Bon, mais ils vont me dire que je suis récouquette, comme on dit à Toulouse. L'homme le plus ignorant, c'est celui qui pense qu'il ne l'est pas, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce que tu es... De ce point de vue-là dont tu parles, Steven, t'as rien à apporter à ta fille. Et moi non plus. Non, il suffit d'être avec elle, d'être... mais comme on était hier après-midi, est-ce que je t'ai fait un cours sur ceci ou cela? Non, bien sûr. Non. Non, on s'amuse, on rigole. On rigole. On est présent. On libère en nous un champ intérieur, mais il y a tout là-dedans. Et t'es précieux. Si t'es plus là, qu'est-ce qu'on devient, nous? Sans guitare, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, t'es précieux. Hugo, il s'acharne sur la batterie, ça lui permet de ne pas s'acharner sur des ennemis qui va s'inventer, là, politique. Pas besoin d'en inventer beaucoup. Ouais. Ah ouais. Et c'est valable aussi pour notre ami Gaylor, qui dit beaucoup de choses, mais la batterie, de toute façon, c'est un langage qui vient de l'inconscient, mais tu frappes sur des trucs, il y a une violence quand même. Steven a eu une batterie pour ses 30 ans. Eh oui, de la violence à exprimer en rythme. Oui. En rythme, c'est précis, hein, Pierre. Et j'aime cette idée aussi socratique de « je sais que je ne sais rien ». Voilà, parce que c'est pas ça qui est vivant. Être vivant, c'est ça qui est difficile pour nous, parce que la naissance est une douleur. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est une douleur, mais c'est magnifique si on cherche toujours à être vivant. Mais c'est aussi faire face à l'incertitude constante. Tant mieux. Bien sûr. Mais c'est un trésor, l'incertitude. Ceux qui font chier, qui empêchent tout le monde de vivre, c'est pas pour rien que j'en fais un symptôme de l'avortement de soi. Les symptômes, c'est le génital et le cérébral. Alors le cérébral, on déguste. Des gens qui savent tout sur tout. J'ai ça, ça veut dire, moi je sais rien, lui il sait tout, je vais essayer de penser comme il me dit qu'il faut penser. Et c'est là qu'est le problème, c'est que tu peux penser que toi t'es con, et que les autres ont quelque chose qui peut faire que tu deviennes moins con que tu n'étais. Tu n'y arriveras pas, t'inquiète pas. Merci. Tu vois, la prévalence du vivant. Ouais. C'est pas si facile que ça, parce que soi-même, on se dira, il faut que je me cultive, il faut que je... Mais on obtient des certitudes par rapport justement à ce que tu dis, à l'éducation qu'on reçoit. Exactement. Et c'est compliqué de se défaire de ça. Et la certitude est un avortement, c'est ça que je pense de soi. On ne sait rien, Socrate a raison, on ne sait rien. On ne fait que nommer les choses. Et finalement... Et encore Est-ce que tu arrives à nommer les choses dans une certaine... Alors, tu peux avoir une réflexion, tant mieux, mais la vraie finalité pour toi, c'est comment vivre et être, dans le fond, positif pour le bonheur de ta fille. C'est ça, parce que tu l'aimes. Elle te donne beaucoup. Elle te donne beaucoup, oui ou non? Bah oui, bien sûr. Elle donne un sens à ta vie, bon. Et elle sait quoi, elle, sur la vie? L'essentiel.
Et oui, l'essentiel, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça. Elle sait même pas lire, elle sait pas écrire, elle connaît que dalle. Elle sait s'émerveiller de tout. Exactement, c'est naturel, l'ordre naturel. Après, ton cerveau, il fume pour d'autres raisons pathologiques. C'est le génital, c'est la même chose. Et le cérébral sont les deux symptômes de la perte de soi, c'est-à-dire de la perte de l'être en soi. Donc les béatitudes, heureux les saints, simples en esprit, heureux les doux, heureux les... Voilà. Et c'est heureux les pauvres, personnellement, ce qu'il y a de plus beau, c'est cette espèce de prévalence du vivant sur la suspicion qui est faite aux idées, aux certitudes, aux engagements des uns et des autres. C'est très, très suspect, ça. Et qu'est-ce qui fait que toute cette réflexion, ce ne soit pas simplement une interprétation de ta part, qui serait le fruit justement du fait de te venger de la volonté parentale, que tu sois quelqu'un aux yeux de la société, que la société impose la force, la violence, et que toi, tu interprètes par exemple un passage d'Isaïe comme la douceur et la bonté, là où Isaïe a des textes aussi très violents et vindicatifs, et va-t'en en guerre. Oui. Parce que j'ai regardé un film où, je ne sais plus, je suis tombé sur une vidéo, et quelqu'un citait Isaïe pour justifier la volonté de puissance. Oui. Et le texte n'était pas mal interprété, je dirais, il était interprété tout de même, vrai. Mais textuellement, c'était la guerre. Et je justifie pas Isaïe. Je justifie la beauté de ce passage d'Isaïe qui est le serviteur souffrant. Et donc, qu'est-ce qui fait que ta vision des choses ne serait pas une pure interprétation d'un lieu de règlement de compte, finalement ? Mais peut-être, hein, tu as raison, c'est peut-être complètement vrai, mais la raison, c'est est-ce que je suis heureux ou pas ? Moi, je suis tranquille, j'ai tout raté. Donc, tu t'es allé au Ma bout de la vie démonstration. affective a été chaotique. On a l'air con avec Fred, hein, à notre âge, où on n'a plus rien à donner de ce que les gens, les jeunes, ce qu'on aurait pu espérer donner quand on était jeune. On l'a un peu fait. Mais en fait, je veux dire, ma vie affective a été chaotique. Ma relation femme, j'ai une fille qui est alcoolo. Notre garçon qui... Hein, j'ai même pas... L'éducation était catastrophique. Mais quand je regarde, quand tu vois le mec qui est là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. J'étais d'une rigidité enfermée en moi, comme étant mal en moi. Et je veux dire, ma réaction, c'était, je me souviens, parce que Fred, elle a fait beaucoup de choses en termes de thérapie, et j'avais rencontré quelqu'un qui était, c'était Maignan à l'époque, qui faisait des trucs thérapiques assez développés, et elle m'avait dit, vous souffrez elle me dit à moi, ce qui n'était pas malin. Je lui dis oui, pas vous, je lui ai répondu, je ne m'aurais jamais mis en thérapie. Tout le monde avait besoin de thérapie, mais pas moi. Tu vois ? C'est-à-dire que j'étais atteint. Bon, le réel vient de te chercher. Et maintenant, t'es guéri. Non. Je te vois venir, toi. T'occupes pas de moi, t'as du boulot. Tu vois, c'est cette contestation de soi par rapport à l'idée que l'ailleurs est plus intelligent, plus séduisant, plus beau, plus ceci, plus ça. Et ça, c'est ce qui va troubler si tu te confortes dedans ta relation avec ta fille que tu aimes. Parce que moi, j'ai aimé mes enfants, mais j'ai été catastrophique comme père, avec l'idée que j'étais absolument parfait, bien sûr. Intelligent. Intelligence, c'est de voir son imperfection comme un trésor, et pas du tout comme un empêchement. Donc, sois vivant, laisse vivre, laisse-toi vivre. Voilà. Et elle sera bien et heureuse de partager, de rire avec toi. Mais pour se laisser vivre, il faut aussi savoir ce qui nous émerveille et ce qui est au fond de nous-mêmes. Et pour ça, c'est quand même une forme de certitude à un moment. C'est-à-dire, mais c'est une recherche intérieure. Oui, c'est ça. Les certitudes sur l'extérieur, elles sont pathologiques. Voilà, exactement. Mais on possède tous en nous une forme d'intuition qui est une certitude de savoir ce qui nous veut, ce pourquoi nous voulons du bien ou du mal. Voilà. Et du coup, moi, si tu veux, je te pose la question, qu'est-ce qui, au fond de toi, te fait du bien pour toi, hein, et qui ne concerne pas les autres. Hein. Pour moi,
Me sentir libre à travers la musique, par exemple. Quand je pratique, c'est pour ça que j'aime beaucoup apprendre des nouveaux instruments, parce que ça me permet de... Alors, ce que j'aime pour moi, ce qui me rend heureux, c'est d'apprendre et de pouvoir me faire plaisir à jouer des mélodies, à pouvoir me libérer dans l'apprentissage, en fait. Apprendre et comprendre. Et comprendre aussi, ressentir beaucoup. Parce que pour commencer un instrument, c'est long, c'est fastidieux. Et si on ne prend pas de plaisir, on ne peut pas vraiment... Il faut de la persistance. Voilà. Et donc jouer même 3 notes et que ça te fait du bien, eh ben, tu vas les jouer jusqu'à en jouer 4, jusqu'à en jouer 5, jusqu'à faire des mélodies, quoi. Mmh. Je pense que c'est vraiment là-dedans qui m'a suivi depuis mes 10 ans. J'ai commencé, j'ai vraiment eu envie de ça. Comment tu as découvert ça à 10 ans? Alors quand j'étais petit, je voulais faire du violon parce que je trouvais ça très beau. Et un jour, j'ai découvert AC/DC. Et là, ça m'a changé encore de perspective. J'ai trouvé ça frissonnant, les solos de guitare, la liberté que je pouvais ressentir en écoutant ça, quoi. Ça me mettait une impulsion de vie. Et après, plus tard, ça a été un peu par les arts martiaux, la philosophie, justement. Je trouvais ça intéressant de se comprendre, de comprendre un peu qu'on ne comprend pas, en fait, ce qui nous entoure. Et de comprendre là qu'il faut effacer les certitudes et comprendre que l'inconnu nous est destiné. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Non, pas l'inconnu, l'imprévu. L'imprévu m'est destiné parce que je ne le contrôle pas. Ce que je ne contrôle pas, ben, ça m'arrive et c'est ma réaction à ça qui va donner suite à d'autres choses, quoi. Les arts martiaux t'ont permis de développer le lâcher-prise? Non, je dirais pas ça. Les arts martiaux, ça m'a plutôt amené à justement une rigueur. Pas tellement lâcher prise. J'avais ressentir comme si j'avais un but pour acquérir quelque chose, devenir plus fort, plus souple, plus agile. Et à quel âge ça a été cet objectif-là? Jeune, avec les films de Rocky, avec les films de Bruce Lee, ce genre de choses. 10-12 ans, par là. Ah, parce que déjà à cet âge-là, tu pensais manquer de force. Je voulais devenir plus fort. Mais par rapport à quelque chose en particulier? Je sais pas, c'était un peu l'inspiration des films, quoi. C'était un peu... faut s'entraîner, se surpasser pour devenir plus fort, pour... je sais pas, pour... Mais dans ces films, il y a toujours un méchant, tu sais. Les mecs s'entraînent pour vaincre quelqu'un. C'est rarement pour se vaincre soi-même que les mecs font ça. Ils chutent face à un adversaire, donc ils s'entraînent, et puis à la fin, ils le retrouvent et ils sont suffisamment forts pour le vaincre. Ils sont plus la victime de cet adversaire. Parce que moi aussi, j'en ai vu, hein, j'ai vu tous les films de Schwarzy, tout ça, mais moi, c'était un divertissement quand j'ai arrêté de regarder ces films. Je faisais du dessin, je faisais du skateboard, d'ailleurs, je faisais du judo, mais par défaut, quoi. J'avais pas le projet de... Je faisais de la compétition aussi par défaut, voilà pourquoi je les perdais quasiment toutes à l'époque. Mais toi, t'avais la volonté d'être plus fort que toi. Ouais, c'est ça. Plus fort. Et quelle était ta menace directe? Où était le méchant? C'est ça la question. Je sais pas, je pense que... Il n'y a pas vraiment de méchant, enfin... Peut-être c'était les autres, peut-être c'était la peur d'être... Je voulais pas me laisser faire, ce genre de choses. Il y avait des menaces, je sais pas, à l'échelle scolaire, à l'échelle familiale? Non, il n'y a pas spécialement de menaces. C'était... T'avais que des bonnes notes? Non, il n'y avait pas que des bonnes notes. Et pourquoi t'avais des mauvaises notes? Parce qu'on me donnait des notes. Parce qu'on me les donnait, ces mauvaises notes. C'est pour ça que j'avais des mauvaises notes. Bonne réponse rhétorique. Je les méritais, selon le professeur, oui. Oui. Après... Et tu croyais le professeur ou pas? En plus, quoi. En plus. Alors, ce qui était rigolo, c'est que je pouvais travailler une dictée à la maison, j'avais 20. Et à l'école, j'avais 0. Et oui. Donc, oui. Peut-être que je le croyais pas, mais peut-être qu'il me faisait peur. Tu vois, peut-être que... Oui, tu as raison. C'est pour ça que je perdais mes moyens à ce moment-là, quoi. C'est pour ça que Hugo te demande l'école, tout ça. Mais t'as vu, t'as dit non. Et là, tu dis le contraire de non. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, et c'est important ce que tu dis. Peut-être qu'il me faisait peur. Et tu perdais tous tes moyens.
T'es allé jusqu'au bac, non? Bac pro, ouais. D'accord. Au bac pro, j'ai commencé le travail à 15 ans. Et j'ai fait un CAP en 2 ans, et puis après je suis retourné à l'école pour faire le bac. Et quand je suis rentré dans le monde du travail, que j'ai compris que l'école c'était important, fallait... Et tu regrettes de ne pas avoir poussé plus loin l'école? Non, enfin, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Oui, Mais parce que tu dis que c'est important. le premier travail s'est pas très bien passé, donc quand je suis allé à l'école, j'ai compris pourquoi j'étais à l'école. Il fallait que j'ai un diplôme pour être content, pour satisfaire le regard du père, justement. Ouais. Et quand j'ai eu mon diplôme, eh ben, finalement... Qu'est-ce qu'il faisait ton père dans le bâtiment. Il était... C'est dur ça. Hein. Oui, il était maître, enfin il était conducteur de travaux, il était dans les bureaux. Bonne relation avec lui, tout de même? Aujourd'hui? Enfin Non. oui, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mon père, mais mon père... Dans ton enfance, je veux dire. Pas très présent dans le dialogue. Oui. Enfin voilà, pas d'échange. C'est beaucoup de gens, d'hommes dans le bâtiment ont cette espèce d'absence. Une pudeur, je pense. Oui, une pudeur qui fait qu'ils ne s'expriment pas sur rien, sur la vie, ils ne partagent pas ses expériences de vie, ce genre de choses. Le travail, ça a toujours été son maître, la directive, quoi. Oui. Il disparaissait le mieux dans le travail. C'était le mieux c'est ça. pour disparaître. Et quand j'ai vu mon père dans le contexte du travail, je l'ai redécouvert, parce que j'ai vu qu'il était ouvert avec les gens, il pouvait parler de choses et d'autres, mais intérieurement à la maison, c'est jamais arrivé. Il faut dire que c'est les gens, ils étaient plus intéressants que toi. Quand même. C'est ça, ça devait être ça. Ils avaient des bonnes notes. Il en pensait quoi, ton père, des notes, lui, que tu pouvais avoir? Il pensait pas grand-chose. Pour lui, il fallait, c'était la carotte, quoi. Si t'as des bonnes notes, je vais t'acheter un ordinateur. Donc j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Et je pense que c'était important, mais il a jamais vraiment exprimé, quoi. C'était plus le travail. Je le voyais pas. Hein. Il partait le matin, je dormais encore. Il rentrait le soir, je dormais aussi. Pendant très longtemps. J'ai commencé à vraiment construire une relation avec lui quand ils sont séparés. Quand mes parents se sont séparés, que j'ai dû passer un week-end sur 2 chez lui. Et donc j'avais du temps qu'avec lui. Et bon, on parlait toujours pas, mais on faisait des choses. T'avais quel âge? 12 ans. Ah, c'est le même âge où t'as commencé les arts martiaux, la force? Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, le besoin de devenir plus fort, peut-être, ouais, pour... Je sais pas. Que la vie était plus dure? Ouais, peut-être. Et que c'était important pour lui, la force, peut-être. Je sais pas, il m'en a jamais parlé. Non, il ne parlait pas. Ah. Il était père mutique. Mais bon, quand on est dans le bâtiment, en général on manque pas de force. Ouais, c'est ça. Oui. T'aurais aimé avoir un père mutique? Il parlait beaucoup, mais il était aussi bien absent. Oui, c'était une absence, une composition de l'absence particulière. Tu vois, la culture, dans le fond, c'est cette conscience que l'intelligence est ailleurs que ce visage social, représentatif, normatif, de la bonne note. La vérité est ailleurs. C'est pas... Donc, je trouve que t'es pas absent, t'es pas quelqu'un d'absent. Absent par rapport aux autres, je te ressens pas comme quelqu'un d'absent, comme l'a été ton père. D'ailleurs, il avait aussi une histoire, et puis ce métier est terrible, si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais t'es pas du tout comme lui. Non, j'ai pas... T'es intéressé par beaucoup de choses, toi, t'es communicant. Oui, c'est vrai. Je pense que ça plus de ma mère. Ma mère était beaucoup dans le dialogue. Oui. Elle m'a jamais vraiment imposé. C'est rigolo parce qu'elle me disait défends-toi. Elle avait peur que je me fasse attaquer à l'école. Elle me disait défends-toi, sinon je te mets le reste. Dans la douceur. Ouais, c'est ça. Pédagogie douce. Dans la douceur. Non, mais après, Bruce Lee, c'était sa peur qui s'exprimait à travers de dire voilà, défends-toi, c'est important de se défendre. Mais elle m'a jamais imposé une façon de penser. Bon, après, on a eu des histoires comme ça, mais. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire ? Parce qu'elle dit quelque chose à un enfant qui veut dire beaucoup de choses.
le monde est dangereux, les silencieux, genre ton père, sont dangereux, derrière ça, ça dit beaucoup de choses. L'enfant est imprégné par ça. Et tu dis, elle m'a jamais rien imposé. Mais elle nous impose tout. Moi, comme toi. La mère et le père. Alors, pas par des mots. Le langage de l'inconscient est très différent. Mais il est structuré comme un langage. Je suis d'accord avec Lacan. Et tout ce qui se dit à travers « défends-toi », il y a un danger. Oui, c'est vrai. Et regarde, quand toi tu diras à ta fille « viens, on va se balader, se promener, faire du canoë, de la musique ou n'importe quoi », tu lui dis pas que le monde est dangereux. Tu lui dis que ta vie à toi, son père et à elle peut être des moments merveilleux à vivre. C'est ça que tu lui dis. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. Mais après, il y a toujours les peurs qui vont s'exprimer. Sauf si tu dis de quoi tu as peur. Si tu te regardes toi-même dans cette espèce de danger qu'il y a à être toi, tu arrêteras de te réduire au fait de n'être rien ni personne. La seule chose qu'ils t'ont laissé, tes parents, c'est que dans le vivant, tu es personne. C'est-à-dire, tu es comme eux. C'est ce qui fait la famille. C'est le silence de ton père qui vit en toi, avec cette idée que t'es rien, ou pas grand-chose. T'as de mauvaises notes, déjà tu commences mal. En plus, bon, faudrait que t'apprennes à penser. Oui, Simone, bon, je te le dis parce que je t'apprécie. Ah oui. T'es un culte quand même. Ah ben, il faudrait te cultiver un peu. Ça, je le sais. Ouais, oui. J'en suis sûr. Encore une certitude. Voilà. Après, en grandissant, on est obligé de faire face à comprendre l'impact qu'a eu nos parents et à leur pardonner. Mais c'est autre chose, c'est une affaire personnelle. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une affaire personnelle. D'autant plus leur pardonner qu'on est comme eux. C'est-à-dire, c'est notre fragilité, on le disait pour Guy Georges, qui fait le fait qu'on s'éloigne de soi, qu'on se détruit soi-même, qu'on se méprise. C'est notre fragilité originelle qui fait que on croit être ce que les autres disent qu'on est. Dans la réalité, ce chemin avec Hugo, on en a parlé quelques fois, le chemin de retour vers soi, c'est vers une vérité de soi qui est beaucoup plus merveilleuse que ce qui n'est qu'un masque qui nous a été imposé par imprégnation puissante par le regard de la société, des parents. Il y a plein de choses à dire. Mais ce rendez-vous avec soi, je trouve que c'est quelque chose de central. Et c'est ce que t'apporte un peu la musique. Bien sûr. Et je veux dire, regarde pourquoi j'ai envie de chanter, moi, et je chante. Parce que ça m'apporte la même chose que toi. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... Tout ça disparaît. On se laisse vivre. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Et même s'il y a une discipline, quelquefois, c'est pour être bien, pour exprimer quelque chose de la vie en soi, un chant intérieur. Pour moi, c'est beaucoup plus important. Et curieusement, c'est ce qui me rapproche peut-être d'une pensée que je développe. C'est qu'il y ait la musique. Pour moi, c'est essentiel ce que je vis. Si la vie t'y prête pas, bon, tu n'insistes pas. Je suis pas un professionnel, je l'ai jamais été. Et malgré les potentiels dont tu parles, je ne pense pas que je vais... À quelques cours, oui, tu as raison, pour me faciliter la chose. Mais t'exprimer plus. Oui, voilà, et être plus heureux. Mais dans la musique, t'es heureux, ce que je disais tout à l'heure, parce que tout ça s'évanouit au profit du vivant. Danser, chanter, être, dit Cyrano. Mettre son feutre de travers quand il vous plaît, ou faire un verre. Mais oui, c'est beau ça, c'est être. Et le fait que l'enfant sent qu'il est admiré parce qu'il est vivant. Point, surtout point. Mais c'est très rare. On crée de la complexité parce qu'on justifie la disparition de soi dans le non-être, c'est-à-dire l'avortement de soi. Et le retour à la fusion maternelle, que j'ai bien connue. Après, la complexité pour l'enfant, quand on essaie de lui inculquer aussi, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le fait d'être confronté à la société et des règles.
comme tout à l'heure, je te disais, je suis obligé de la préserver d'elle-même parce qu'elle se met en danger. Et donc, forcément, ça crée des conflits. Ta phrase est terrible. Ah bon? Je suis obligé Je me sens de obligé. la préserver d'elle-même. Ouais. Elle est déjà un danger pour elle-même. Ouais. C'est ça que tu me dis. C'est toi qui es en situation de danger. C'est pas elle. Elle est dans la plénitude de l'innocence. Ah oui, c'est moi qui suis en danger de perdre ma fille si elle met le doigt dans la prise. Si tu lui commences à mettre le doute et de lui dire le problème c'est toi, Non. un peu, Ouais, non, mais c'est pas... qu'elle est un danger pour elle-même, c'est ça que tu as dit. Tu lui dis déjà sans le vouloir qu'elle est un danger pour elle-même. Dis-moi, Steven, dis-moi qu'elle sera jamais en danger. Elle est faux. une merveille du vivant. Oui. Et qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça. Tu trouveras en toi toutes les réponses pour faire en sorte mais ce que soulève d'être Steven, heureuse dans un monde difficile. Tu ne vas veut- pas lui dire que c'est ce facile. que veut soulever Steven comme idée, c'est qu'un enfant expérimente la vie sous des formes qui peuvent lui la coûter, justement. Ouais, ça. Pas s'il a un regard sur elle, si elle aura confiance en elle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas des difficultés, comme tout le monde, mais elle aura confiance en elle. Parce qu'il la regardera en lui disant « Tu as tout ce qu'il faut pour trouver une réponse à tes problèmes, si tu en vis. » Mais ça change tout. Quand tu doutes, tu foires tout. Voilà. Mais Pierre, si aujourd'hui on meurt plus en mangeant des champignons de façon hasardeuse, c'est parce que des gens sont morts pendant des millénaires à manger les mauvais champignons et que on transmet un certain savoir sous la forme d'une éducation. Et ça provoque de la frustration chez l'enfant. Oui, mais c'est vrai que, je veux dire, elle n'a pas besoin de toi pour se cultiver, pour savoir qu'il ne faut pas manger de champignons. Elle va probablement pas manger les champignons. Mais c'est où que j'ai vu cet enfant-là. Et Pierre, du coup, tu laisses à l'éducation nationale le rôle de dire quel champignon est bon ou mauvais? Non, mais à la science peut-être, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Parce que la science a des intérêts commerciaux aussi. Mais je m'informe sur ce qui me fait du bien encore aujourd'hui. Mais j'ai besoin de personne le plus souvent. Vous non plus. Si j'ai du cholestérol, je sais très bien que si je mange des choses, c'est pas bon pour le cholestérol. Je dis pas qu'il faut pas s'informer pour ce qui est bien pour nous, mais pour nous. Et après, elle en discutera avec toi, plus tard, elle va se retrouver face à un monde. Oui, mais un enfant, il n'a pas conscience que ne vouloir manger que des desserts, ça va justement provoquer du cholestérol, une obésité précoce et justement provoquer des problèmes. Parce qu'un enfant, si tu es dans le laisser-vivre comme ça à l'heure du repas, l'enfant choisit toujours de bouffer de la merde. C'est déjà un handicapé qui met sa vie en péril. C'est ça que tu me dis. Mais tous, pas que l'enfant. Oui. Sauf que oui. on a été conditionnés. Je te le fais pas dire. Oui, mais à savoir ce qui était bon ou pas à manger. T'as pas à le dire, puisque l'instinct de survie, il est chez tout le monde. Malheureusement, on va vouloir s'en sortir. Non, mais c'est pas le cas. Chez les animaux, c'est pareil. Alors, c'est quelque chose d'important, parce que justement, je crois qu'il y a une dimension d'animalité. C'est-à-dire qui vous prévient aussi, mais qui peut vous détruire aussi. Si la dimension animale primitive que l'on sent qui existe dans beaucoup de sociétés, dans le fond, obscurcit cette espèce de découverte. Parce que cette arrivée de nous dans le monde, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il va être trompé, s'il le veut, par le fait qu'il n'est pas au courant de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais? Nous, on est à l'époque, justement, où il y a une pléthore d'informations. Justement, on va être confronté, on va dire, faites pas ça, les médecins ont dit ça. On peut aller voir un médecin, déjà, qui va vous dire, le corps vous prévient si on fait des choses qui n'est pas bon pour le corps. Mais, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'on est un handicapé de naissance, en particulier, déjà dans l'enfance, et qu'on a besoin des autres absolument pour dire ce qui est bon pour nous. Pour survivre, en tout cas. Pour survivre. Alors, je veux dire, il y a quand même des choses à respecter. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir pour survivre. Ça veut dire qu'il y a des conditions de la survivance qui sont une manière de mourir. Et pour vivre avec soi, on n'a besoin que de soi-même.
Essentiellement, oui. Mais pour vivre avec les autres, on a besoin de tout le monde. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça que fonctionne la vie en Mais ils communauté. sont pas là, les autres, Hugo. C'est pas vrai. Pour vivre avec soi d'une manière harmonieuse, on a besoin que de soi, Oui, pas ça, des oui. autres. Oui. Mais même si on vit avec les autres. Moi, je trouve que c'est ce que tu dis est vrai dans la formation des sociétés. La norme et la loi établissent les conditions de vie avec les autres. Mais la norme et la loi, elle se fout de toi et de ta disparition. Oui. D'ailleurs, elle veut t'exploiter en te mettant sur des chantiers comme maçon, même si tu deviens complètement mort-vivant, parce que tellement c'est pénible de vivre dans le non-être et dans la non-vie. Et s'il faut du courage, d'ailleurs, qui a été celui de ton père. La société, naturellement, elle va se développer dans l'avoir, dans le profit, et elle veut ta peau. Regarde les labos qui te vendent des saloperies, maintenant on se dit « Ah, c'était des saloperies !» Ah oui, médecin, cachet médical, politique et tout. Combien de doses, Pierre? Il s'en souvient Il s'en souvient pas. Ah, mais c'est compliqué de. Oui, mais je pense que le meilleur moyen de survivre dans un monde hostile, et je te rejoins, c'est la confiance en soi. Bien sûr. Même si c'est imparfait. Si elle sent que son père lui dit, par des petits détails, tu trouveras une solution en toi. Elle sera beaucoup plus forte pour éviter de... Je suis complètement d'accord. Elle va se renseigner, elle va assurer sa survie. Elle va s'appuyer sur elle-même. Mais quand tu désertes ta volonté, ta confiance en toi, mais tu deviens d'une fragilité incroyable. Regarde, Steven, il est persuadé, à travers les mauvaises notes, qu'il est quand même insuffisant intellectuellement. Et qu'il faut Eckhart Tolle pour nous aider à aller vers la lumière. Exactement. Mais c'est pire que les mauvais champignons, ça. Oui, mais j'étais conditionné. À penser de toi que tu seras un mort-vivant utile à l'économie de ton pays. Pour moi, le but, justement, de lire, de m'instruire, c'est de poser les questions. C'est pas de chercher, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est la mauvaise façon de faire. C'est-à-dire, lui, il sait, donc je vais apprendre ce que lui, il sait. Ouais. Non, je lis des choses pour me questionner après, voir qu'est-ce que moi j'en pense, et me déconditionner au fur et à mesure, quoi. Mais ça s'appelle la sublimation. Essayer de présenter une chose comme elle n'est pas. C'est ça. Mais c'est parce que tu as décidé de penser là où tu n'es pas. Tu sais où tu es, je vais te dire où tu es, vraiment toi, et je trouve ça merveilleux, tout ce que tu es, y compris intellectuellement, c'est quand tu es à ta guitare. Tout ça, toutes ces conneries s'évanouissent. Tu es toi, on est dans un partage, on est bien, et c'est aussi un partage. Et je trouve que tout est dit. Je dirais. Et en tout cas, moi, la musique, avec les moyens qui ne sont pas les tiens, mais ça m'inspire parce que ça me rapproche de moi vivant, du vivant de moi. Et du coup, ça me donne des envies, des désirs. Le désir, c'est l'effort que fait l'homme de persévérer dans l'être. Des désirs qui deviennent des pensées, peut-être. Hein. Mais sans la musique, moi, je suis un peu plus handicapé, beaucoup plus. Parce que l'essence du vivant, elle est dans ce chant intérieur, dans cette danse, etc. Non, tu vas pas. Je sais que tu vas pas me dire le contraire. Non, j'écoutais pas. Non, mais c'est pas grave. Ah, je rigole, je plaisante. Mais voilà, donc j'aime bien cette idée. Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Le reste, je suis d'accord. Le reste, il faut laisser tomber. Et est-ce que tu as déjà eu le projet de faire quelque chose de cette passion, Steven, sous la musique professionnalisante Non. Pour la musique, ça n'a jamais été pour moi quelque chose de professionnel, quoi. J'ai toujours joué pour moi avant tout. Et après, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, ça a été tardif. Hein, Lydie, par exemple, qui vient s'accompagner et puis là, commencer à créer, à partager, voilà. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je veux m'amuser, moi, je veux toujours m'amuser et pas avoir de contraintes à travers ça. Fais gaffe, tu vas avoir des mauvaises notes. Oui. Il en joue très rarement. Ça s'entend vite. C'est ça. Il va commencer à éduquer sa fille. Et t'as jamais eu le projet de
d'allier à la fois ta passion pour la musique avec une discipline manuelle, Comme quoi? comme la lutherie. Ah si, oui. Ça, c'était un vieux projet, ça. C'était ma première... c'était le métier que je voulais faire, quoi. Mais bon, on m'a découragé assez vite et du coup, je me suis découragé aussi. Je me suis dit, bon, je laisse tomber. On m'a découragé. Heureusement. Parce que tu aurais réussi. Et ouais. On m'a dit, ça rapporte pas, il n'y a pas assez de débouchés. C'est pas professionnalisant. Ouais, c'est ça, c'est pas professionnalisant. C'est vrai qui t'a dit ça? Ben, ma mère, mon beau-père. Je trouvais que c'était une belle chose, mais voilà, c'était compliqué de survivre avec ça, de vivre avec ça. Ça dépend qui... Il y en a qui gagnent très très bien leur vie Oui. avec la lutherie. J'en ai connu un, était considéré comme le plus grand luthier. Et on a passé une soirée à discuter d'autre chose que la lutherie, parce que je n'y connais absolument rien. Mais j'ai oublié son nom, il était très réputé. Il est reparti en Ferrari le soir même. Et du coup, donc on était parti sur ce sujet de lutherie. Ouais. Mais après tout, c'est un sujet général sur la réalisation de soi au détriment des peurs qu'on nous a infligées et toutes ces choses-là. Et donc on bataille tous finalement pour notre propre réalisation. Oui. Et il y a des joies qui apparaissent sous des formes professionnelles, personnelles, artistiques. Oui. Et ce qu'on peut se souhaiter, c'est de persévérer dans l'être. Oui. Comme répète souvent Pierre. Oui. De n'être rien perçu comme un trésor et non plus comme un handicap. Je suis peu de choses, je suis petit, mais je suis grand par le vivant, qui me désigne dans le merveilleux que je suis. Ça change tout. Tu as cette humilité, tu penses pas que, tu joues pas ce jeu, mais tu construis quand même quelque chose comme tu le fais, Hugo. Tu donnes des choses à plein de gens. Toi, tu es un ouvrier, c'est pas extra. Mais quand tu sens que ça se passe, tu ne peux pas ne pas le faire, tu vois. Au début, moi, quand je discutais les témoins de Jéhovah, tu les avais vus mais c'est quelque chose qui me répulsait, parce que j'ai pas envie de parler à des gens. Et je me suis dit à un moment donné, travaille à les regarder comme des gens qui sont comme toi. Ils sont dans l'être précieux. Les idées, laissent tomber leurs idées, et ça a libéré quelque chose, tu vois, qui produit de la vie, quoi, produit de la vie. T'es plus dans cet esclavage de la pensée. Et c'était hier matin, j'y vais. Maintenant, j'y vais avec moins de lourdeur, quoi. J'y vais. Et j'ai vu, il y avait une dame d'un certain âge, un jeune. Voilà, je commence à les connaître, d'ailleurs. Et je leur dis, on parle de l'Ancien Testament. Bon. Et je parle du lac Léka, va vers toi-même, qu'il y avait dit à Abraham, etc. Et il me dit, vous connaissez? Je dis, oui, mais moi, ce que je trouve le contraire à la grandeur de la personne, où Dieu vous parle, puisque c'est des gens qui croient, qui sont des croyants, eh bien, c'est justement de se dire que l'autre n'est pas comme il faut, et qu'il appartienne à notre Église pour qu'il soit réalisé. C'est-à-dire, t'es pas bien comme t'es, tu dois penser ça, tu dois croire ça, tout ça. Et je leur ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire que si Dieu parle, moi qui suis croyant, je peux le dire, c'est en nous qu'il parle, c'est pas dans l'Église, machin, et il n'y a plus à le prouver. Tu regardes l'histoire, ça massacre à qui mieux. Bon, c'est une histoire d'économie et de politique. Mais ce qui n'est pas de la politique, c'est la naissance de ta fille, et tout ce qui vit en elle. Et là, il y a une affirmation du divin, mais dans le sens dont nous parlons, de la beauté de l'être. Voilà. Et je leur ai dit ce que je pensais sans acrimonie, mais du coup, je pense que leur truc de témoin de Jéhovah, ça a pris un coup, parce que tu témoignes que ce qui est important, c'est eux, et ils ont quelque chose à peut-être un chemin à suivre et à découvrir en eux, et pas toujours se demander comment il faut penser, comment ils font y croire, ce qui est une manière de dire, moi je vaux de la merde, il faut que j'appartienne à une église. On a toujours la tentation d'appartenir à une communauté,
On veut absolument que ce soit du merveilleux, n'est-ce pas, Hugo? Comme il ne me fait pas de cadeaux, je ne peux pas dire. Je veux dire, je leur ai pas dit, mais enfin, on peut toujours faire des dîners de cons. On va se trouver un peu... bon, mais la vérité, elle est dans ce que tu disais, en soi, et dans tout ce que l'on porte en soi, qui va être vivant et qui va donner de la vie et la permission aux autres de... Oui, tu disais? Non, pour conclure, Oui. On laisse la conclusion à Steven. Ah bon? Oui, vas-y. Tu peux dire ce que tu veux, librement. Merci pour cette discussion. J'aimerais bien recommencer, venir discuter. Oui, c'était avec plaisir que... tu vois, on ne partage pas que de la musique. Oui, c'est un peu... C'est un réel plaisir Ouais, pareil, c'est toujours intéressant. De vivre ce moment. Le plaisir d'être dans les coulisses, Pour les coulisses, du moins. Parfait. Bon, écoutez, on se dit probablement à la semaine prochaine. Et, oui, avec plaisir. Que tout le monde passe un bon dimanche et quitte l'église. Voilà. Et chante, ce chant intérieur. Hein. Exactement. Salut tout le monde. Au revoir à tous. Salut. Bon week-end. Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon, relax.